L'entomologie, c'est une partie de la zoologie. Elle traite ou bien elle étudie les arthropodes. D'accord? Qu'est-ce qu'un arthropode? Un arthropode ou bien les arthropodes sont des animaux invertébrés, donc pas d'eau. D'accord? Ils sont à symétrie bilatérale, donc ils sont un corps toujours symétrique par rapport à la ligne centrale. Ils sont recouverts d'une carapace dure, toujours recouverts. Ils sont invertébrés, ils doivent posséder cette carapace, d'accord? Et la carapace, elle est souvent constituée de chitine. L'évolution se fait par des mues. Des mues, on a un stade d'œuf, larve, lymphe et l'imago. On va les voir, d'accord? Donc à chaque fois que l'arthropode va grandir, il va muer. Il doit abandonner en fait l'ancienne carapace pour une nouvelle. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'exuvie, d'accord? Alors, le corps des arthropodes est monté sur des pattes articulées, d'où le nom. Donc, pattes, arthropode, arthro c'est articulé, pod. Donc, l'arthropode, on retient c'est quoi? Les pattes sont articulées. D'accord? Il y a des articles qui sont reliés entre eux. Ok. Ça, c'était la définition d'un arthropode. Donc, les arthropodes ont un corps segmenté. D'accord? Segmenté, en général, formé de 3 parties. Tête, thorax, abdomen. Attention, parfois la tête, elle est collée au thorax. D'accord? Donc, on a la tête qui va porter quoi? Les yeux, les antennes, mais aussi les pièces buccales. Alors, les pièces buccales d'un arthropode, ça peut être des trompes piqueuses, pour la succion, pour la piqûre, etc. Donc, c'est différent selon l'hôte, ou plutôt l'arthropode en cause. D'accord? Le thorax, c'est cette partie sur laquelle les pattes sont fixées. Donc, les pattes articulées. L'abdomen, il contient un tube digestif, un appareil génital, ils sont bien individualisés. Les arthropodes sont à sexe séparé, donc on a un arthropode mâle et un arthropode femelle, adulte mâle, femelle. Les mâles sont plus petits. Alors, on va essayer de classer ou bien de partager ces arthropodes. Selon la respiration, on a ce qu'on appelle les branchiates. Les branchiates, c'est les crustacés. Les crustacés, on les a vus durant les cours de parasitologie, le cyclops, d'accord? Donc, c'était des crustacés. Maintenant, nous, on va s'intéresser à la deuxième partie qui sont les trachéates, et ce sont les arachnides et les insectes, d'accord? Et bien sûr, je m'intéresse aux trachéates qui sont des parasites de l'homme. Je ne vais pas étudier tous ces insectes et ces arachnides, je vais étudier ceux qui sont des parasites de l'homme. Ok? C'est bon. Alors, on a dit que pour l'évolution, ça sera un œuf, souvent non embryonné, qui va donner une larve, plusieurs mues pour donner la larve, une seule mue pour donner l'adulte ou l'imago. Donc, tous les arthropodes ont le même, c'est-à-dire profil évolutif. Alors, on a dit que dans ces arthropodes, on va étudier les arachnides et les insectes. Comment différencier justement un arachnide d'un insecte? Un arachnide, il a un corps formé, j'ai dit, de 2 parties. La première tête thorax, on va l'appeler le céphalothorax. D'accord? Et la deuxième, ça sera l'abdomen. Le céphalothorax doit porter 4 paires de pattes. Donc, c'est un arachnide. Ok? Vous avez un arthropode qui a 4 paires de pattes. C'est un arachnide. C'est bon. Alors, les arachnides, en fait, il y a 3 groupes. Il y a les scorpions et les araignées. Les scorpions et les araignées, ce ne sont pas des parasites, mais ils sont venimeux. D'accord? Ils provoquent de l'envenimation et la mort. Par contre, on va s'intéresser toujours aux acariens. Les acariens qui seuls donc intéressent la parasitologie humaine. Acariens kéradiyat en arabe. D'accord? C'est les agents des allergies respiratoires, les acariens. Donc, finalement, l'acarien, c'est un arachnide, c'est un arthropode. D'accord, donc, on va décrire 2 acariens. Donc,
Les aracariens, donc, on a dit, c'est des arachnides adaptés à la vie parasitaire. Donc, ce sont des parasites. Très bien. Leur corps globuleux est non segmenté, on a dit le céphalothorax et la tête. En fait, les trois masses sont en général soudées. Donc, on a en général une seule masse, d'accord? Elle n'est pas toujours nette, la distinction céphalothorax, abdomen. Bon. Le dos, il est toujours bombé, par contre, une face ventrale qui est aplatie. Le tégument chitineux, il va présenter des ornements, si vous voulez, des décorations, mais c'est pas des décorations, donc c'est des ornements, par exemple, des sillons, des soies, des poils, et donc, cette ornementation, elle rentre dans le cadre de l'identification, mais aussi c'est des organes en général sensoriels pour l'acarien, d'accord? Alors, les acariens, ils n'ont pas d'ailes, ils n'ont pas d'antenne. Ok? Pas d'ailes, pas d'antenne. Le rostre, c'est la tête. Le rostre, en fait, pourquoi on le distingue pas? Parce qu'il est logé dans la partie ventrale du thorax, d'accord? Donc, il est logé dans une dépression antérieure du céphalothorax. Elle va porter les pièces buccales. En fait, c'est des pièces qui servent à la piqûre et à la succion. D'accord? Alors, les sexes séparés, mâle, plus petit, femelle, elles portent généralement des orifices. Un, c'est pour la pente, d'accord? Et l'autre, c'est l'anus. Ok. Les acariens sont des parasites soit hématophages, soit cuticoles. Donc, ils peuvent se nourrir soit de sang, soit de la peau cuticole. D'accord? Les hématophages, on va pas les décrire, c'est les rougets et les tiques. Bon, rougets et tiques, alors, maintenant, je vais continuer avec mes cuticoles. Mon parasite cuticole humain, on l'appelle le Sarcoptes scabiei hominis. D'accord? Donc, on va parler de ce sarcopte. Le Sarcoptes scabiei hominis, pourquoi? Parce que c'est l'espèce humaine, si vous voulez. Il est responsable de la gale. Vous connaissez la gale? Ça y est, vous reconnaissez. C'est la gale. Donc, maladie très contagieuse. Alors, c'est un acarien microscopique, d'accord? Il a un corps globuleux, des téguments marqués et des plis parallèles. Ici, on a l'impression que c'est des plis, d'accord? En fait, la taille du mâle, elle est de l'ordre de 200 microns. Pour la femelle, elle est plus grande, jusqu'à 400 microns. Le mâle a une couleur rougeâtre. Par contre, la femelle, elle est grisâtre, elle devient peut-être grisâtre ou rougeâtre, pardon. Le dos, il est orné, voilà, c'est ce qu'on a tout à l'heure, on a parlé d'ornementation. Donc, le dos, il est orné d'épines et de soies. C'est ce qu'on appelle, il y a des épines, mais là, c'est des soies. Alors, la différenciation, justement, entre mâle et femelle, comment on va la faire? C'est par les pattes, d'accord? Pardon. La différenciation entre mâle et femelle va se faire par les pattes. En fait, les deux premières paires de pattes chez la femelle sont orientées vers l'avant et les deux dernières vers l'arrière. Donc, si vous avez un adulte de sarcopte, ok, vous me dites adulte de sarcopte, d'accord. Vous voulez le reconnaître, vous voyez la face où il y a les pattes. Donc, c'est la face ventrale. On a dit, c'est sur le thorax. Vous faites ça. Et vous voyez l'orientation des pattes. D'accord? Là, vous pouvez différencier mâle, femelle. Ok? C'est bon. Alors, là, c'est des œufs. Les œufs,
Non, rien de particulier, c'est des œufs ovoïdes, donc il faut le trouver dans le site de prélèvement pour dire œuf de Sarcopte. Le nom commun, c'est le Sarcopte, d'accord? Nom scientifique, Sarcoptes cabiei hominis. Alors, la contamination est strictement interhumaine parce que je parle d'une espèce humaine, soit un contact direct peau à peau, soit avec un linge, un vêtement ou bien le linge de lit. D'accord? Donc, soit un contact direct ou indirect. La gale est une infection cosmopolite très fréquente, souvent liée aux mauvaises habitudes d'hygiène, surtout à la promiscuité. Il y a beaucoup de gens dans un petit espace. En fait, on a des épidémies beaucoup plus dans les prisons, mais aussi dans les hôpitaux psychiatriques. D'accord? Donc, vous trouvez facilement des épidémies. Et il faut donc toujours faire cette enquête, justement, épidémiologique. D'accord? Quand vous avez un cas de gale, il faut toujours rechercher la source. Alors, symptomatologie, qu'est-ce qu'on appelle les lésions? Bon, c'est des lésions cutanées typiques et atypiques. Bon, atypique, c'est le prurigo, c'est un prurite, n'importe quoi. Typique, c'est ce qu'on appelle le sillon scabieux. Alors, le sillon vient de la vésicule. Ce qui est typique, c'est le sillon. En fait, les lésions sont plus fréquentes entre les doigts, d'accord? On est dans les régions fessières, dans les plis, mais surtout ici. Alors, vous examinez votre malade, il y a des lésions, parfois souvent compliquées de grattage, d'accord? Il y a de la surinfection, des lésions pustuleuses, etc. Vous cherchez un truc typique. Le sillon scabieux, c'est quoi? Ici, un sillon. Donc, c'est un petit trajet sinueux sous la peau, d'accord? Ça ressemble, c'est comme la brûlure. Donc, il y a un liquide sous la peau, d'accord? C'est un petit sillon translucide, brillant, d'accord? C'est quoi? C'est la femelle qui est responsable de ce sillon. Donc, la femelle est la seule responsable des symptômes cliniques, ok? Parce que si je veux décrire donc le cycle, vous l'avez sur le wall, même je ne vais pas trop insister, il y a l'accouplement, d'accord? Et la femelle, pour aller pondre, elle va aller en sous-cute, d'accord? Elle va créer justement ces sillons scabieux relatifs à la gale, d'accord? Au sarcome. Donc, si vous avez ces lésions, avec les lésions, la localisation, etc., le grattage, prurigo, vous avez le diagnostic déjà clinique de la gale. Parfois, on n'a pas des sillons, mais seulement des vésicules, des petites vésicules brillantes avec le liquide, d'accord? Là aussi, ça peut être un signe de la gale. Donc, c'est pas les lésions furonculeuses, infectées, bactériennes, d'accord? Il faut chercher les aspects typiques. Pour les autres, c'est des lésions cutanées surinfectées atypiques. Bon, pour la gale, elle peut être généralisée, elle donne des aspects très néfastes et c'est-à-dire elle peut être donner ce qu'on appelle la gale, des aspects de gale norvégienne, très généralisée, d'accord? Vous avez le corps presque en entier qui est atteint. En fait, c'est l'apanage chez les sujets qui ont une mauvaise hygiène. Alors, le diagnostic de la gale, c'est un diagnostic avant tout clinique. Vous observez, vous avez le sillon, le contact, la transmission, etc. Donc, c'est clinique. Sinon, on va essayer quand même de faire notre diagnostic au laboratoire en cherchant les sillons. Je vais gratter mon sillon et il y a la femelle que je vais récolter par un vaccinostat. Donc, je gratte et je récolte sur la lame. Si j'ai pas le sillon, je vais vers la vésicule. Je remplis le toit de la vésicule et je prends ce liquide sur la lame directement. Ça va me donner, donc, je vais récolter en quelque sorte la femelle qui était cachée. Je peux avoir les œufs en même temps, mais sinon, dans les lésions surinfectées, généralisées, atypiques, là, je fais un grattage à l'aveugle. Je ne sais pas où est le parasite, d'accord? Et c'est pour ça, le diagnostic biologique de la gale est souvent négatif. Donc, ça reste un diagnostic clinique et on peut déjà commencer notre traitement. D'accord? Alors, le traitement, c'est un anti-acarien, la scabiole. Alors, le traitement, il est très bien codifié. On va prendre une douche séchée,
puis, bon, on applique sur tout le corps, d'accord? On applique sur tout le corps et on va laisser donc une nuit. Chez la femme enceinte et les enfants, on a seulement 12 heures de temps. Attention, c'est des produits inflammables, d'accord? Donc, on va, et pour les enfants, essayer de bander les mains parce qu'ils vont donc sucer les mains qui sont infestées. Bon, donc on garde la nuit. Le lendemain, on va se rincer, on va faire une bonne toilette. On peut renouveler une semaine après, d'accord? Pourquoi? C'est pour encore stériliser. Alors, le plus important, c'est le linge. C'est la source d'infection. Votre lit, vos vêtements. Bon, vous pouvez déjà les mettre dans un sachet noir, fermé bien, fermé, et laisser au moins 48 heures. Parce que le parasite, il ne peut pas rester sans repas sanguin longtemps. Donc même s'il était là, il va mourir. Sinon, vous allez mettre le linge et vous pulvérisez une substance anti-acarienne en poudre. D'accord? Vous pulvérisez, parce que l'autre, c'est une solution. On ne peut pas mettre la solution sur le linge, ça sera en poudre. Vous mettez, vous mélangez et vous fermez quand même. Puis vous lavez le maximum, si vous pouvez atteindre les 60 degrés pour le linge, vous lavez au-delà même de 60, d'accord? Donc c'est très astreignant pour stériliser et pour arrêter la contagion. Enquête épidémiologique systématique. Vous devez connaître la source et l'épidémie où est-ce qu'elle est. D'accord? Alors, le problème encore qui se pose, c'est qu'il y a eu des résistances à ces anti-acariens par la suite. D'accord? Donc, il faut bien contrôler le malade après traitement. Est-ce qu'il a bien répondu, etc. D'accord? Un deuxième acarien, le démodex. Il est lymphophage, donc il va se nourrir de la lymphe. D'accord? Ce démodex, c'est un acarien. Il est un petit peu vermiforme, on va le voir. On dirait que c'est des anneaux, comme un petit ver. D'accord? Il est dégradé en fait par le parasitisme. Le corps allongé est divisé en céphalothorax et abdomen. Les pattes sont très courtes, rudimentaires, donc très courtes, mais en nombre de 4 paires. D'accord. Où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve dans les follicules pileux. Donc là, il y a un poil, il y a un follicule. Surtout au niveau de la face, d'accord? Et surtout dans ce qu'on appelle les points noirs, les comédons, d'accord? Il est souvent associé à l'acné, d'accord? Donc, souvent, si vous avez une acné juvénile, alors il faut s'attendre qu'il y ait du démodex avec. Alors, une seule espèce, on l'appelle Démodex follicularum, variété bien sûr, hominis. D'accord? Alors, en fait, il est comme ça, il a un aspect, j'ai dit, on dirait qu'il est divisé. D'accord? En anneaux, il y a un céphalothorax et un abdomen, et là, c'est des adultes en accouplement. Donc, il est facilement identifiable dans les sites de prélèvement. D'accord? Donc, il ne faut pas s'attendre de reconnaître tous les acariens. Donc, c'est en prélevant, vous trouvez, vous reconnaissez votre démodex. Okay? Bon. Par la suite, donc on a décrit 2 acariens. Un hématophage, c'est le sarcope, et un cuticole, c'est un cuticole, le sarcope, et un lymphophage, le démodex. Maintenant, on va décrire des insectes parasites. Alors, un insecte, pour le différencier déjà, il doit porter 3 paires de pattes, contrairement à l'acarien. Donc, 3 paires de pattes à l'état adulte, bien sûr. On les appelle les hexapodes. La tête, elle va porter 2 yeux, 2 antennes. Les autres, ils n'avaient pas d'antennes. Donc, 2 yeux, 2 antennes, des pièces buccales, à savoir donc tout l'appareil buccal. Et il est complexe en fait pour les insectes. Les sexes sont séparés, l'abdomen annelé. Bon, pour les classifier, on a les insectes qu'on appelle à métamorphose complète et les insectes à métamorphose incomplète. Complète, ça veut dire que morphologiquement, entre stade larve, nymphe et adulte, il y a une très grande différence de morphologie. D'accord? Incomplète, non. La larve, la nymphe surtout, elle peut ressembler beaucoup à l'adulte. C'est ça la classification, donc elle est basée sur sur la morphologie. Bon, ici, on a vu les diptères, on les a vus en parasitologie, c'était des vecteurs.
D'accord? Les mouches et les moustiques. Ok. Ici, donc ils ont une paire d'ailes. On les appelle diptères. Ils n'ont pas d'ailes. On les appelle les aphaniptères. C'était les puces. Les puces de chiens, les puces lichtoum dans l'immunolépice, dans comment il s'appelle ce cestode? Immunolépice nana, immunolépice diminuta, d'accord? On a vu les puces comme étant des hôtes intermédiaires en parasitologie. Maintenant, les vrais parasites, ce sont ceux-là. Ils sont à métamorphose incomplète, ils n'ont pas d'ailes, on les appelle les anoploures. En fait, c'est les poux. Vous savez qu'est-ce qu'un poux? Voilà, c'est un poux. Ok. Sinon, le deuxième groupe, ils ont deux paires d'ailes. C'était les réduves qu'on a vus dans le cours des trypanosomiases. Donc, finalement, les vrais parasites, c'est les poux. On va en parler. Donc, c'était soit des hôtes intermédiaires, soit des vecteurs, etc. Alors, pour les poux, les insectes groupent des anoploures, les poux. Les poux, c'est des insectes cosmopolites. Donc, ils existent un peu partout dans le monde, mais avec des fréquences toujours plus élevées là où il y a une mauvaise hygiène, là, il y a de la promiscuité. Toujours, hein. Alors, c'est des ectoparasites, strictement adaptés à l'homme. Ils sont hématophages obligatoires dans les deux sexes et dans tous les stades. Larves, nymphes et adultes, donc, sont hématophages. Ils ont donc besoin de sang humain pour survivre. Ok. 3 espèces parasitent l'homme. Pediculus humanus capitis, le Pediculus humanus corporis et le Phtirius pubis, ou on l'appelle Sirius inguinalis, encore appelé le morpion. Bon, voici un poux adulte et voici un œuf, ou ce qu'on appelle la lente. Donc l'œuf qu'on trouve accroché aux cheveux, couleur blanchâtre, c'est la lente. Ici, c'est un adulte. Donc, on a un thorax avec 2 antennes, 2 grands yeux, plutôt une tête avec 2 antennes, 2 grands yeux et les pièces buccales. On a le thorax annelé avec les 3 paires de pattes avec des griffes, d'accord? Ils sont armés. Et on a l'abdomen qui porte le tube digestif et l'appareil digestif et génital. Bon, là, c'est un pédiculus capitis, donc c'est le corps, c'est le cheveu capitis, cheveu corporis, le corps. Alors, pour le différencier justement du poux du corps, la différence, ça n'est pas très nette, d'accord? Ici, c'est juste pour vous parler du fameux peigne. Il est connu depuis les pharaons, ce peigne. Donc, c'est pour enlever les poux donc, du cuir chevelu. Alors, pardon, je reviens. Il est donc pratiquement très difficile de différencier le poux du corps du poux de la tête. Comment on les différencie? Tout simplement, si je l'ai trouvé dans le cheveu, je vais dire c'est le capitis. Si je le trouve dans le corps, c'est le corporis. D'accord? Ok. Il y a une petite différence de taille. Il est plus globuleux, mais bon, c'est pas évident. Alors, celui-là, le fameux Sirius pubis, ou bien le morpion, c'est le poux des poils de la région pubienne. Donc, c'est sa localisation. Le pubis, en fait, il est plus globuleux. Je trouve que là, il est plus globuleux, plus gros, très armé, d'accord? Et, bien sûr, la tête avec les antennes. Donc, on le retrouve dans la région inguinale, c'est le morpion. Morpion, c'est le nom commun, d'accord? C'est pas le nom scientifique. Alors, pour du rôle pathogène, on a 3 tableaux cliniques, soit la pédiculose de la tête, la pédiculose du corps, ou encore la pédiculose inguinale, d'accord? Alors, la tête, donc la femelle, elle va se fixer, elle va circuler sur le cuir chevelu, puis pour pendre, elle va s'accrocher à un cheveu et elle va pendre, d'accord? Les lentes, elles vont évoluer en quelques jours en larves, puis en nymphes, et elles vont devenir adultes. Tous les stades sont hématophages, les 2 sexes sont hématophages. Finalement, qu'est-ce qu'on a? Un prurit. Un prurit, on est dérangé par cette présence. D'accord? On peut même avoir des lésions de surinfection
si c'est un sujet qui se gratte trop avec une mauvaise hygiène. D'accord? Alors, le diagnostic, comment on le fait? C'est à l'œil nu. Vous examinez ici, derrière les oreilles. Comment, en général, elles ont besoin de s'aérer. Donc, elles viennent ici. Donc, vous n'avez qu'à faire ce geste, vous trouverez... Ah, pardon, j'oublie. Donc, on va rechercher nos adultes. Bon, dans le cuir chevelu, sinon ici, c'est très facile de les identifier, même dans la région occipitale. D'accord? Pour les lentes, les œufs, c'est toujours accroché aux cheveux. D'accord? L'adulte, donc, il peut se déplacer. L'œuf, il est accroché. C'est des points blancs. On a l'impression. Quelle est la photo? Voilà. Donc, regardez, un cuir chevelu noir, et tous ces points blancs, c'est des lentes, c'est des œufs. D'accord? Et à côté, on a l'adulte qui a été retrouvé. Maintenant, pour la pédiculose du corps. La pédiculose du corps, vous avez un prurit généralisé, parfois associé aux lésions de grattage. Alors, le problème du pédicule ou bien du pouls du corps, on a rarement l'occasion de l'observer. Pourquoi? Parce qu'il prend son repas sanguin, puis il se cache dans les vêtements, bien dans les replis des vêtements, d'accord? Quand il a besoin de son repas, il revient. En quelque sorte, donc on ne veut pas, c'est pas vous voyez, vous trouvez. Non, c'est pas comme pour le cuir chevelu. Donc celui-là, il se cache dans les replis déjà, ou même dans les vêtements. Puis quand il a besoin de son repas, il redescend. Ok, donc il est rarement donc observé au niveau des lésions. Seulement, on va trouver ces lésions, donc des urticaires, des grattages, etc. Ok? Alors, la phthiriase, c'est une maladie sexuellement transmissible. Parce que le pouls, il est dans la région pubienne, d'accord? Il s'attache au poil pubien, mais attention, il peut aller vers les poils axillaires, vers les cils, les sourcils, les moustaches. Donc, on peut le retrouver dans des localisations aberrantes, autres que les poils pubiens. Alors, il est responsable donc d'une maladie sexuellement transmissible. La contagion se fait donc à l'occasion de rapports, mais aussi par les draps. Donc, dans les chambres d'hôtel, si vous avez une mauvaise hygiène, ça peut passer facilement d'un malade vers un sujet sain à travers cette literie. D'accord? Ce lit, ces draps, aussi les sièges de toilette. Parfois, les poux, ils restent sur le siège. À l'arrivée du prochain sujet, donc, il s'attache au poil et il va donner la phthiriase. Elle est très gênante, d'accord, cette phthiriase. Bon, pour le traitement, c'est des anti-acariens, d'accord? C'est le Prioderm en général. Donc, on applique sur le cuir chevelu la solution, ok? On la laisse sécher pendant 12 heures. Elle est inflammable. On se rince abondamment, mais il faut pas oublier d'utiliser le peigne. Le fameux peigne, il aide beaucoup au diagnostic. Les peignes de peau, d'accord? Et actuellement, il y a beaucoup de variétés qui sont vendues. Il y a des peignes, il y a des genres de... je ne sais pas, ça c'est essentiel chez le pharmacien. Il y a des trucs donc pour aider justement le traitement médicamenteux. Attention, il y a des résistances aux anti-acariens. Et il y a surtout de grandes épidémies dans les écoles. On a observé il y a 2 ou 3 ans vraiment des épidémies catastrophiques. Donc on ne reconnaissait plus le sujet propre, le sujet non, en fait, pardon. D'accord? Donc on a dit que la pédiculose, en général, le diagnostic donc, il rentre dans le cadre d'épidémie. On est obligé systématiquement de rechercher la source et donc l'éviction scolaire, etc. D'accord? Donc, à un moment, on a terminé. Merci.